L'héritage naturaliste en Chine aurait été impossible sans le travail considérable qu'ont fait les traducteurs chinois. Lorsque le premier roman français est traduit en chinois, en 1899, la langue écrite se distingue radicalement de la langue parlée. Lin Shu, qui ne connaît pas le français, doit transposer en chinois classique le récit oral qu'on lui fait de la Dame aux camélias en langue vulgaire. Le succès est fulgurant. Roucheux, qui préconise l'emploi du chinois vernaculaire dans la littérature avant Lu Xun, traduit La dernière classe de Daudet en 1912 et Deux amis de Maupassant en 1917, deux nouvelles sur la guerre de 70 qui touchent particulièrement les lecteurs dans une Chine humiliée par les puissances étrangères. Les réformateurs qui veulent moderniser la Chine par la science, par la démocratie et par la littérature dans les années 20 entreprennent la traduction systématique des romans naturalistes qui préfigurent leurs propres combats linguistiques et sociaux. Souvent romanciers, ils adoptent la langue vulgaire. En 1933, Bajin, traducteur de Tourguenieff, écrit Bourgeon. Interdit par le Kuomintang, ce nouveau germinal sera rebaptisé le charbon, puis la neige. Mao Dun s'attaque à la spéculation boursière qui ruine les petits producteurs de Shanghai dans Minuit. En 1935, Li Jiren, qui a traduit Madame Bovary en 1925, se met à l'école de Flaubert dans Rides sur les eaux dormantes pour dénoncer les mariages arrangés qui mènent à l'adultère. Quant au dramaturge Xia Yan, il s'inspire de Boule de Suif dans Cai Jinhua. Mais l'effervescence naturaliste est de courte durée. Les luttes idéologiques qui scandent l'histoire du Parti communiste, arrivé au pouvoir en 1949, sonnent le glas de ce vaste effort intellectuel dès la fin des années 50 et la révolution culturelle lui donne le coup de grâce. Il ne reprendra qu'après la chute de la bande des quatre avec une vigueur insoupçonnée. Madame Bovary, par exemple, aura plus de 30 traducteurs entre 1978 et 2005. La carrière de Bi Xiuxiao, le premier traducteur de Zola, est emblématique de cette histoire mouvementée. Bi Xiuxiao, né en 1902, arrive à Paris en 1920 dans le cadre du programme Travail-études, auquel ont aussi participé Li Jiren et Bajin. C'est là qu'il se prend de passion pour Émile Zola. Sa première traduction, un recueil d'histoires courtes, paraît en 1927. En 1947, il publie un recueil de romans, Les Contes à Ninon, Le Capitaine Burle, Naïs Micoulin, Thérèse Raquin et Madeleine Ferrat. Suivront Travail, La Débâcle, Germinal, La Bataille du Moulin. Bi Xiuxiao est ensuite emporté dans la tourmente révolutionnaire. Arrêté une première fois en 1954, puis étiqueté comme droitier en 1958, il est à nouveau persécuté pendant la révolution culturelle. Il ne sera libéré qu'en 1979, à l'âge de 77 ans. Il entreprend alors la traduction des Trois Villes, achève celle des Quatre Évangiles et reprend celle des Rougon-Macquart. À sa mort, en 1992, il laisse une œuvre monumentale comprenant, outre les romans, les romanciers naturalistes et le roman expérimental. Les textes de Zola sont donc aujourd'hui presque intégralement disponibles en chinois, y compris Les Mystères de Marseille, La Confession de Claude, Pour Manet ou J'accuse. On trouve même certains titres gratuitement sur Internet, comme L'Assommoir, Germinal ou Nana. Des biographies, parmi lesquelles Émile Zola raconté par sa fille, de Denise Leblond-Zola, des films comme Le Gervaise de Jean Renoir, Le Germinal de Claude Berry ou La vie d'Émile Zola de William Dieterle, s'ajoutent aux ouvrages critiques. Quant au titre des thèses répertoriées par le Sudok chinois, ils témoignent de la vitalité des études zoliennes à l'université. Reste que toute traduction est trahison. Curieusement, le premier titre de l'Assommoir, Le marteau à assommer, a été vivement critiqué. On lui préfère aujourd'hui Le Petit Bistrot. Certaines œuvres gardent un titre plus ou moins proche du français, comme Bourgeon, Germinal. D'autres en ont plusieurs, comme Le Ventre de Paris, rebaptisé Le Paris des Goinfres, La Terre, aussi appelée Verser des larmes de sang pour l'amour de la terre, ou La Bête humaine, intitulée Visage humain, cœur de bête. On reconnaît sans grande difficulté la faute de l'abbé Mouret dans Le Démon de la chair, ou Pot-Bouille dans Le Train-Train domestique. Mais bien malin celui qui devinerait Thérèse Raquin dans Lagan ou dans Abricot saute le mur. C'est que la translittération des noms propres est à elle seule une gageure en chinois. Il y en a deux pour Émile Zola.
l'une phonétique, l'autre plus symbolique puisqu'elle évoque l'amour de la création. Par contre, il n'est plus trace du caractère sanguin des Rougon dans l'Ougong, ni des appétits de jouissance ou de la tâche originelle dans les deux transcriptions possibles de Maca. Quant à Gervaise, on l'écrit tantôt Chi Arbeise, tantôt Je Arbeise. Chi signifie tissu de soie damassée et Je signifie chaleur, fièvre, voire dans la médecine traditionnelle un relâchement des structures corporelles, ce qui n'est pas sans intérêt pour évoquer le tempérament de Gervaise. Le chinois ignorant la flexion temporelle des verbes et les conjugaisons, je me suis longtemps demandé comment on pouvait traduire ne serait-ce que l'incipit de l'assommoir. Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin. Retraduite du chinois, la traduction donne à peu près ceci. Gervaise attend l'entier, c'est déjà 2 heures du matin. De même, le chinois préférant la parataxe à la syntaxe, les subtilités du style indirect libre sont difficilement perceptibles en chinois. Quant à l'argot et aux jeux de mots, ils sont souvent intraduisibles. Prenons un exemple simple. Coupeau tira une bordée cette nuit-là. Le traducteur écrit simplement « Cette nuit-là, Coupeau la passe dehors ». Sophie tourne de l'œil, la dernière bonne amie des pochards deviendra Dame Sophie cligne de l'œil, la dernière petite amie fidèle à aider les ivrognes, ce qui n'est pas si mal, avouons-le, malgré l'absence de Thanatos aux côtés des Ross dans le sobriquet chinois.